Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 août 2025. Comme vous pouvez le voir, le professeur Jeffrey Sachs est avec nous. Professeur Sachs, nous avons passé une agréable matinée ensemble samedi dernier à l'Institut Ron Paul. Je dois vous dire que vous avez donné une conférence des plus instructives, qui a littéralement enthousiasmé le public. Ensuite, vous avez eu la gentillesse de participer à la table ronde avec le colonel McGregor, Anna Parampil et Max Blumenthal. Ce programme, ajouté à votre conférence, a déjà été visionné par environ 250 000 de nos spectateurs réguliers. Je vous en suis très reconnaissant. Depuis, bien sûr, nous avons appris un peu plus de choses sur l'Alaska. Et nous avons assisté lundi à ce que l'on pourrait appeler une danse kabuki à la Maison-Blanche. Voilà pour le contexte. Mais ce dont je veux surtout vous parler, c'est de Netanyahou qui envahit Gaza. Avant d'en arriver là, les États-Unis doivent comprendre une chose. La Russie a des préoccupations sécuritaires légitimes, enracinées dans sa souveraineté. Elle n'accepterait pas plus la présence de troupes de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis, au sol ou dans les airs en Ukraine, que les États-Unis n'accepteraient la présence de troupes russes, chinoises ou nord-coréennes au Mexique. C'est exactement cela. Toute la question de la guerre en Ukraine repose sur une règle de réciprocité fondamentale, ce qu'on appelle la règle d'or. Nous ne devrions pas faire ailleurs ce que nous n'accepterions pas que d'autres fassent chez nous, dans notre propre voisinage. Nous avons cette soi-disant doctrine Monroe depuis plus de 2 siècles, 202 ans pour être exact. La doctrine Monroe a été énoncée en 1823 par le président Monroe et rédigée par son secrétaire d'État, John Quincy Adams. Elle disait aux Européens, « Ne vous mêlez pas de notre voisinage et nous ne nous mêlerons pas du vôtre. » Ce deuxième point est très important et trop souvent oublié. À mesure que les États-Unis sont devenus une puissance impériale, le message s'est transformé. Faites ce que nous disons, pas ce que nous faisons. En d'autres termes, ne vous approchez pas de nous, mais nous irons nous mêler de votre voisinage autant que nous le voulons. Et bien sûr, la guerre en Ukraine, je dis bien sûr parce que quiconque connaît le contexte le sait, même si le récit officiel et la propagande du gouvernement américain affirment le contraire, est venue du fait que les États-Unis se mêlaient directement de la sécurité de la Russie, en poussant l'OTAN et les systèmes de missiles américains jusqu'en Ukraine. Et pas seulement en Ukraine, mais aussi dans le Caucase du Sud. Regardez une carte. Vous verrez l'absurdité. Pire que l'absurdité, l'arrogance tragique des États-Unis affirmant que la Géorgie devrait aussi faire partie de l'OTAN. L'idée était exactement l'inverse de ce que nous tolérions dans notre propre région. Les États-Unis voulaient encercler la Russie dans la région de la mer Noire, former littéralement une tenaille avec l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie pour encercler la Russie là où se trouve sa flotte navale de la mer Noire. C'est un scénario sorti tout droit du 19e siècle, croyez-le ou non. C'est le manuel des empires britanniques et français en 1853, lorsqu'ils ont lancé la guerre de Crimée contre la Russie. Tout cela pour dire que la Russie a dit « Non, ne faites pas ça ». Elle l'a dit dès les années 1990. Elle a répété « Vraiment, ne le faites pas ». En 2007, le président Poutine a déclaré « N'osez même pas le faire ». Et en 2008, les États-Unis, dans leur arrogance habituelle, ont répondu « Bien sûr que nous allons le faire. Qui êtes-vous? Vous êtes une puissance de 3e ordre. Nous faisons ce que nous voulons. » Et ils ont poussé leurs États vassaux, autrement dit, les pays européens, à soutenir l'expansion de l'OTAN en Ukraine et en Géorgie lors du sommet de Bucarest en 2008. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, il y avait un petit grain de sable dans l'engrenage. Les Ukrainiens ne voulaient pas être entraînés dans cette guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Ils ont donc élu un président qui prônait la neutralité, Viktor Yanukovych. Mais les États-Unis détestent la neutralité. Alors, en février 2014, les États-Unis ont renversé Yanukovych. Et le régime du « oui, bien sûr, nous ferons partie de l'OTAN » est arrivé, avec Zelensky aujourd'hui encore.
En fin de compte, les Russes ne tolèrent pas, et c'est compréhensible, la présence militaire des États-Unis et de l'Europe à leurs frontières en Ukraine. Et quiconque affirme, comme le font trop souvent ceux qui ne réfléchissent pas clairement aux États-Unis, or, l'Ukraine a le droit de choisir ce qu'elle veut, passe totalement à côté du problème. C'est comme si la Russie invitait la Chine à installer une base militaire au Mexique. Si le Mexique faisait ce choix, est-ce que ces gens diraient « Oui, c'est le choix du Mexique, nous acceptons une base militaire chinoise à notre frontière ». Bien sûr que non. Les États-Unis ne le toléreraient jamais. Le point est clair. Tous ceux qui ont étudié sérieusement la question le savent. Les diplomates américains l'avaient compris dès les années 1990. Ils avertissaient la CIA et les politiciens « Arrêtez, c'est insensé. Vous allez nous attirer de graves ennuis ». George Kennan, le plus grand spécialiste de la Russie de son époque, grand homme d'État, disait en 1997 « C'est la plus grande erreur concevable que nous commettons en élargissant l'OTAN. Cela va tout gâcher. Ce qui devrait être la paix va se transformer en nouvelle confrontation. » Bill Perry, secrétaire à la Défense sous Bill Clinton, avait dit la même chose à Clinton. « Vous allez tout gâcher. » Il a même envisagé de démissionner en signe de protestation, tellement ses décisions d'élargir l'OTAN étaient stupides et imprudentes. Eh bien, nous y voilà, juge. Toutes ces années plus tard, avec 1 million d'Ukrainiens morts à cause de cette petite aventure américaine. Alors quand, et nous savons qu'il l'a forcément fait, le président Trump a donné l'impression claire au Premier ministre Starmer, au chancelier Merz et au président Macron que les États-Unis participeraient militairement à des garanties de sécurité. Je mets des guillemets parce que personne ne peut vraiment définir cela de manière satisfaisante. Ils devaient bien savoir que Poutine et Lavrov n'accepteraient jamais la présence de troupes de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis, ni au sol, ni dans les airs. Le lendemain, le président a déclaré à Fox News « Eh bien, je ne parlais pas de bots sur le sol, je parlais de bots dans les airs. » Il n'a pas utilisé exactement ces mots, mais il faisait clairement référence aux pilotes américains dans les airs. Ils n'accepteront jamais cela. Est-ce que Donald Trump ne le sait pas? Ou bien dit-il aux danseurs de kabuki qui lui ont rendu visite dans le bureau ovale qu'il a traités comme des enfants, mais c'est une autre histoire, simplement ce qu'ils pensent qu'ils veulent entendre. Tout reste volontairement vague, opaque, accompagné de sourires. C'est précisément pour cette raison que la guerre ne s'est pas terminée en 24 heures, comme Trump l'avait promis. Parce que si tout avait été clair, transparent, honnête, la guerre aurait pu, effectivement, se terminer en 24 heures. Le président des États-Unis devrait dire clairement « L'OTAN ne s'élargira pas à l'Ukraine. Il n'y aura pas de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. La sécurité de l'Ukraine ne viendra pas de l'OTAN, mais de la neutralité de l'Ukraine. Neutralité que toutes les parties respecteront, car elle sera évidente. Toute violation serait comprise par le monde entier. Voilà d'où viendra la sécurité. Si le président connaissait un peu d'histoire ou avait des conseillers qui en connaissaient, il saurait que l'approche de la neutralité a déjà fonctionné à plusieurs reprises et de façon spectaculaire. L'exemple le plus célèbre est celui de l'Autriche, devenue neutre en 1955, grâce à un accord avec l'Union soviétique. En échange de cette neutralité, les troupes soviétiques se sont retirées d'Autriche. Et cela a fonctionné. Elles sont rentrées chez elles et n'ont plus jamais embêté l'Autriche. Voilà la vérité. Malheureusement, nous n'avons pas un président qui s'exprime autrement que par des posts sur Truth Social qui changent d'une minute à l'autre. Personne n'explique rien. Personne n'est prêt à dire clairement les choses. Tout est délibérément flou, ambigu. Ils pensent que c'est habile, mais en réalité, cela ne fait que prolonger la guerre. Encore et encore. L'une des raisons, c'est que les États-Unis jouent à un jeu. Bien sûr, l'Ukraine dans l'OTAN n'est pas au cœur de la sécurité des États-Unis. Alors pourquoi pousser cette idée? Parce qu'ils utilisaient l'élargissement de l'OTAN comme un jeu pour affaiblir la Russie. C'est écrit noir sur blanc par Brzezinski. Il suffit de le lire. Mais bien sûr, le récit officiel du gouvernement américain vise à éloigner le public des faits de base.
Tout ce jeu a pourtant été exposé dès 1987 par Zbigniew Brzezinski. Il s'agissait d'affaiblir la Russie. Un jeu, car ce n'était pas essentiel à la sécurité des États-Unis. En réalité, cela a créé de l'insécurité en entraînant les États-Unis dans une guerre contre la Russie. Trump comprend cela, ou les gens autour de lui le comprennent en partie, mais personne ne l'explique clairement. Personne. Alors, comme vous le dites, c'est du théâtre kabuki. Que signifient réellement ces mots? On encense Trump. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Mais tout reste ambigu. Et le résultat, c'est que la guerre continue, jour après jour. Avant d'en venir aux dernières monstruosités de Netanyahou, laissez-moi dire un mot sur un autre domaine de mon expertise. L'économie internationale. D'une certaine manière étrange, Vladimir Poutine en Alaska représentait aussi les BRICS. Pourquoi? Parce que de façon surprenante, le président Trump a réussi à unir les pays des BRICS. Ces pays sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, auxquels se sont ajoutés de nouveaux membres, mais les 5 que je viens de citer sont les fondateurs. Trump les a unis parce qu'il s'est attaqué à chacun d'entre eux, et de façon choquante. À la veille du sommet d'Alaska, il a détruit des années d'efforts pour rapprocher les États-Unis de l'Inde. Presque du jour au lendemain, il a imposé un soi-disant tarif de sécurité de 25% contre l'Inde, simplement parce qu'elle achète du pétrole à la Russie. Comme l'Europe achète du gaz à la Russie, ou comme les États-Unis achètent bien des choses à la Russie. Mais ils ont décidé de cibler l'Inde. Résultat, cela a repoussé l'Inde loin des États-Unis. Et je peux vous dire, car je suis de près les réactions là-bas, que ce geste a uni un pays d'1,5 milliard d'habitants autour d'une même idée. Les États-Unis sont totalement indignes de confiance. L'ensemble du pays en est convaincu. Incroyable. Même chose avec le Brésil. Trump a pénalisé le Brésil. Pourquoi? Parce qu'il y a un procès en cours contre l'ancien président Bolsonaro. Et Trump a dit « Je vais punir le Brésil à cause de ce procès ». Lula, le président dûment élu, a répondu « Excusez-moi, nous n'avons pas besoin d'un empereur. Nous avons une justice indépendante. » Alors Trump a imposé des tarifs au Brésil. Bref, il a envoyé ce message à tous ces grands pays. Les États-Unis sont vos ennemis. Nous sommes indignes de confiance. Nous vous punirons à notre guise. Et pour couronner le tout, les poids lourds de son administration, Peter Navarro, conseiller du président, et la secrétaire au Trésor Besant, se sont lancés dans une campagne quotidienne d'insultes contre l'Inde. C'est d'une stupidité choquante, inimaginable du point de vue américain. Que croit-il faire? Le résultat, c'est un tourbillon diplomatique. Brésil, Russie, Inde et Chine n'ont cessé de se rencontrer, par appel téléphonique, visite de ministres des Affaires étrangères, visite de chefs d'État, et dans quelques jours, le Premier ministre Modi et le président Xi Jinping vont se rencontrer directement. Voilà où en est la politique étrangère américaine. Une ineptie incroyable. On n'oserait pas inventer quelque chose d'aussi maladroit. Et maintenant, passons à la situation malheureuse et déplorable à Gaza. Sur quelle base concevable, rationnelle, morale ou légale, Netanyahou peut-il justifier une invasion et une occupation de Gaza qu'il est apparemment en train de lancer? Israël est l'État le plus hors-la-loi, violent, criminel et voyou de la planète. Il commet un génocide. Il affame 2 millions de personnes. Et il propose maintenant d'aller encore plus loin. Occuper Gaza à travers une nouvelle opération militaire massive contre une population déjà au bord de la famine. Et en Cisjordanie occupée, établir de nouvelles colonies qui, selon le ministre extrémiste Smotrich, doivent anéantir toute chance d'un État palestinien. Autrement dit, Israël ne se contente pas de commettre un génocide, il pousse l'escalade. C'est un État voyou, agissant totalement en dehors du droit international, crachant au visage du monde entier. Le peuple américain est massivement contre ce qu'Israël fait. Massivement. Il demande que les États-Unis reconnaissent un État palestinien pour sauver des millions de personnes menacées de famine, d'expulsion, de nettoyage ethnique, de meurtre et d'expropriation. Je suis désolé d'être aussi direct, mais nous n'avons rien vu d'aussi choquant dans nos vies récentes. Ce qui se passe en ce moment est une criminalité pure et simple. Et que font les États-Unis? Ils soutiennent Israël en tout. Ils sont complices de tout. Ils sanctionnent la Cour pénale internationale
qui dénonce ces crimes de guerre. Il sanctionne même ses juges. Et le président Trump lui déclare que Netanyahou, celui-là même qui préside à ces crimes, est une grande personne et un héros de guerre. Et il se proclame lui-même héros de guerre pour sa guerre contre l'Iran. Nous voyons quelque chose qui dépasse l'imagination se dérouler sous nos yeux. Et ce sont deux pays qui le font, pas un seul. Ce sont les États-Unis et Israël. Et la façon dont Trump agit ainsi et entraîne le peuple américain contre notre volonté, dans cela est une honte. Il se présente comme un président de la paix. C'est un président du génocide. Pour ne pas aggraver vos brûlures d'estomac, mais voici le ministre Smotrich, qui avec son collègue Ben Gvir, sont vraiment les pièces maîtresses du gouvernement. Parce que si eux et leurs collègues quittent le gouvernement Netanyahou, alors il devra affronter le public israélien et probablement perdre sa position et voir la reprise des poursuites. Bref, voici Smotrich il y a 4 jours. Le temps est venu d'appliquer pleinement la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie, la Cisjordanie, d'écarter pour toujours de la table l'idée de diviser la terre et de s'assurer qu'en septembre, les dirigeants hypocrites de l'Europe n'auront simplement plus rien à reconnaître. C'est littéralement être notoire et audacieux dans ce qu'ils font. Ils ne reconnaissent aucune norme, aucune contrainte humanitaire sur leur comportement. Absolument aucune. Pas de droit international, pas de communauté internationale, aucun respect pour les opinions décentes de l'humanité, comme l'a dit Thomas Jefferson. Juste des meurtres de masse, soit dit en passant. Des meurtres de masse. Et donc, les États-Unis sont totalement partie prenante de cela. J'ai été particulièrement bouleversé quand j'ai entendu le président Trump qualifier le premier ministre Netanyahou de héros de guerre. C'est un criminel de guerre. Il est inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre, et son pays est à La Haye, devant la Cour internationale de justice, faisant face à des accusations portées par de nombreux pays pour crimes de génocide. Et les États-Unis sont à chaque heure, chaque jour, une partie prenante. Non seulement une partie prenante, mais un partenaire dans cela. Je dois y aller. Prof, je n'avais pas l'intention de vous gâcher la matinée, mais merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être direct. Le comportement israélien appelle à un langage direct, que les gens écoutent ou non. Beaucoup de gens écoutent. Pas Trump et ses acolytes, ni ceux qui dirigent le gouvernement israélien, mais le monde, lui, écoute aussi. Et soit dit en passant, si les politiciens américains, ceux qui ne sont pas tellement corrompus ou soumis au chantage, ouvraient les yeux, ils verraient que le peuple américain est dégoûté par le comportement du Congrès, par les ovations debout pour ce criminel de guerre. Regardez le sondage Reuters d'il y a quelques jours à peine. Nous sommes dégoûtés par le comportement de Washington. C'est Trump, c'est le Congrès, aux mains de ce lobby qui commet un génocide. Nous sommes dégoûtés. Cela doit cesser. Et c'est l'opinion écrasante du peuple américain. Le colonel Lawrence Wilkerson nous rejoint maintenant. Colonel, j'avais pensé intituler ce segment « Trump est-il en train de jeter les néoconservateurs et l'État profond sous le bus ?» Mais ensuite, je me suis dit que je devrais plutôt vous poser la question « Est-il même possible de jeter l'État profond sous le bus, ou bien un président le ferait-il à ses risques et périls ?» Je ne le pense pas. Et je crois que c'est parce qu'il s'agit d'un État profond à multiples facettes. Ce n'est pas une entité unique. Nous aimons les appeler les néoconservateurs par commodité, mais il y a bien plus que cette forme de fascisme. Le néoconservatisme. Il y a de l'argent derrière tout ça. Et comme je l'ai déjà dit, ces grands intérêts financiers sont très effrayés à l'idée de devoir changer de camp et d'allégeance, parce que le pouvoir économique, culturel, éducatif, militaire, financier, vous nommez-le, s'échappe de l'Occident et va rapidement vers l'Orient. Alors ils doivent prendre des décisions, continuer à essayer d'arrêter cette fuite de pouvoir. Elle est inexorable, ou bien sauter du navire. Et ils s'inquiètent eux-mêmes et débattent, je pense, entre eux, de la meilleure ligne de conduite à suivre. En attendant, ils poursuivent l'objectif de préserver l'Empire. Je veux dire, vous et moi ne sommes pas particulièrement friands de citer Chuck Schumer. Mais vous souvenez-vous de cette célèbre déclaration qu'il avait faite lorsqu'il prétendait donner un conseil au président?
Méfiez-vous de l'état profond, parce qu'il peut vous atteindre de 6 manières différentes d'ici dimanche. Cette expression, Six Ways to Sunday, voulait dire de toutes sortes de façons. Il pourrait déclencher une guerre, ou bien provoquer un faux drapeau. Il pourrait faire quelque chose qui produirait du tumulte et du chaos. Absolument, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est déjà ce qu'il s'apprête à faire, dans une certaine mesure. C'est ce dont il s'agit en Ukraine. C'est ce dont il s'agit en Iran et au Levant en général, y compris Israël. C'est la raison pour laquelle je continue de dire qu'Israël est notre outil. Nous ne sommes pas l'outil d'Israël. Nous aimons donner l'impression que nous sommes l'outil d'Israël, mais en réalité c'est l'inverse. Ils exécutent notre politique au Levant. Lindsey Graham a absolument raison quand il dit « Si ce n'était pas eux qui le faisaient, ce serait nous. » Eh bien, voici quelque chose qui pourrait vous faire changer d'avis sur Lindsey Graham. Soit nous allons aider l'Ukraine, soit nous ne le faisons pas. Donnez-leur les F-16. Laissez-les piloter les avions, de l'artillerie longue portée pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Comment dissuader Poutine? Armer cet homme jusqu'aux dents. Oui, si nous coupons les vivres à l'Ukraine, ce sera pire que l'Afghanistan. Alors, 2 ans et demi plus tard, vous tenez toujours debout et vous êtes en Russie. Poutine craint Trump et je pense qu'il a été dur. Et mon conseil au président Trump et à Marco est, vous devez convaincre Poutine que si cette guerre ne se termine pas de manière juste et honorable, avec aussi des concessions de l'Ukraine, nous allons détruire l'économie russe. Nous en avons la capacité. À l'Europe, pourquoi ne mettez-vous pas des tarifs douaniers sur l'Inde qui achète du pétrole russe? À l'Europe, pourquoi ne menacez-vous pas la Chine de tarifs douaniers pour être le plus grand acheteur de pétrole russe? À l'Europe, vous pouvez faire davantage. Si l'Europe et les États-Unis s'unissent et que nous disons à la Russie que si cette guerre ne se termine pas, nous allons détruire votre économie fondée sur les énergies fossiles, alors cette guerre prendrait fin. Je pense que nous avons la capacité d'écraser l'économie russe en imposant des tarifs aux pays qui achètent du pétrole et du gaz russe, en achetant du pétrole bon marché pour soutenir sa machine de guerre, et j'ai l'intention de pousser cela aussi loin que possible. Et préfériez-vous que ce soit nous? Je n'arrive pas à croire que j'ai dit qu'il avait raison sur quoi que ce soit. Aucune guerre dans l'histoire humaine, dont nous connaissons environ 5000 ans, n'a jamais pris fin de manière juste et honorable. Ce n'est simplement pas dans la nature de la bête qu'est la guerre. Vous avez raison, colonel. Et Dieu seul sait ce qu'il avait en tête, mais je parierais qu'il a hâte de s'asseoir à côté du président Trump dans cette voiturette de golf et de recommencer à lui chuchoter à l'oreille. Et ensuite, Dieu seul sait ce qui se passera. Il ne peut pas être heureux que le président Trump ait A. abandonné l'exigence d'un cessez-le-feu et B. reconnu qu'il n'y aurait pas d'Ukraine dans l'OTAN. Exactement. Et je pense qu'il va aussi y avoir des chuchotements de Donald dans l'oreille de Lindsey. Cette fois-ci, pourquoi fais-tu écouer mes chances de conserver ma large majorité au Congrès des États-Unis? Pourquoi nous prives-tu du pouvoir que j'ai obtenu pour toi dans la branche législative? Parce que c'est ce qui est en train de se produire. Ils perdent des soutiens. J'imagine que le sénateur Graham et pas le gouverneur, mais le général Kellogg, qui n'était pas en Alaska, ce qui est compréhensible, Graham n'y aurait eu aucun rôle et Kellogg n'avait pas été invité, n'ont pas pu être satisfaits du caractère apparemment amical des nouvelles communications entre les États-Unis et la Russie. Non. Beaucoup de gens, je pense que vous et moi pourrions en citer plusieurs, n'étaient pas très heureux de cela. Je ne crois pas que l'image que Trump renvoie quand il est avec Poutine, vis-à-vis de son entourage, ait jamais été très bénéfique pour lui. Pour certains, oui, probablement. Mais plus il se rapproche de Poutine, ou même donne l'impression de s'en rapprocher, plus il éloigne des gens, même parmi sa propre base, de ses projets. C'est une chose dangereuse pour lui, et je pense qu'il en est conscient. Je pense qu'il l'intuite. Mais l'attraction entre ces deux hommes est comme un magnétisme. Je pense qu'en réalité, probablement, si c'était une réunion privée et que rien d'important n'était en jeu, sauf peut-être de l'immobilier, ils s'entendraient très bien. Avant de poursuivre cette vidéo,
nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton Rejoindre, juste à côté du bouton S'abonner, ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien, et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Oui, ce que Chris vient de montrer. Chris, si tu veux remettre ça à l'écran. À côté de Trump, il y a Zelensky. On ne le voit pas sur ce plan. Oui, mais à côté du secrétaire Besant, il y a un général Kellogg, l'air sombre. Donc Kellogg était bien là lorsque Zelensky et les autres ont visité la Maison-Blanche lundi, et le voilà, donnant l'impression qu'il a hâte de rencontrer son grand ami, le président Zelensky. Cette guerre va-t-elle se terminer sur le champ de bataille ou dans la salle de conférence? Je pense dans les deux endroits. Mais elle ne va pas se terminer sur le champ de bataille d'une manière significative qui apporterait la paix. Et je ne veux pas dire qu'elle ne sera pas décisive, dans le sens où la Russie vaincra finalement Kiev, mais je ne pense pas que cela apportera la paix. Et je pense que le véritable arbitre de cela, c'est l'Ukraine. Et je ne les vois pas être un bon arbitre. Je les vois continuer la bataille après la paix. Vous et moi avons beaucoup d'amis néoconservateurs. Est-ce que vos amis néoconservateurs reconnaissent l'état précaire de l'État ukrainien, l'état extrêmement précaire de l'armée ukrainienne, en ce jour du 21 août 2025? Juge, je dois répondre de façon détournée, parce que, croyez-le ou non, je n'ai plus aucun néoconservateur, du moins aucun que je sache être un néoconservateur. Je veux dire des néoconservateurs assumés, porteurs de cartes, qui accepteraient encore de me parler. Je ne pense pas. Je crois que la réponse est non. Au départ, j'étais convaincu que beaucoup d'entre eux faisaient cela pour des raisons politiques, sans aucun lien avec la sobriété ou la rationalité que je connaissais. Mais je pouvais comprendre peut-être les implications et les penchants politiques qu'ils y voyaient, comme poursuivre ce conflit pour saigner la Russie sans fin. Mais je crois que certains y croient réellement, et cela tient en partie au fait que, comme vous et moi en avons parlé, et comme Doug McGregor et d'autres invités de votre émission en ont parlé, ils reçoivent un tableau corrompu qui leur est transmis par le triumvirat du Mossad, de la CIA et du MI6. C'est aussi corrompu que jamais. Et juge, j'ai vu cela fondamentalement corrompu. Je me demande si Trump reçoit encore de faux rapports sur le nombre de Russes et le nombre d'Ukrainiens tués. Je suis sûr que Poutine l'a éclairé à ce sujet, mais je ne suis pas certain qu'il l'ait cru. Et oui, pour répondre à votre question, absolument. Parce que c'est encore ce que j'entends dire qu'il reçoit. Waouh! Waouh! Pourquoi Trump aurait-il dit au chancelier Merz et au président Macron, et probablement aussi aux autres, Ursula von der Leyen et Keir Starmer, que les États-Unis s'engageraient dans une garantie de sécurité en utilisant l'armée? Peut-être que je pose mal la question. Qu'est-ce qu'une garantie de sécurité? Eh bien, qu'est-ce qui est garanti? En fait, ça fonctionne au moins de deux manières. La première n'est pas aussi importante que la seconde, mais elle a son importance. À savoir, comment allez-vous faire respecter la paix? Vous devez avoir des garanties de sécurité pour cela. Et à ce sujet, je crois que Poutine a clairement indiqué qu'il accepterait certaines forces dans la ligne de contact, si vous voulez, la DMZ, la frontière, peu importe le nom qu'on lui donnera, mais il n'en acceptera pas d'autres. Et celles qu'il refuse catégoriquement sont les forces de l'OTAN ou assimilées à l'OTAN. L'autre aspect des garanties de sécurité concerne surtout l'Ukraine, dans le sens où Zelensky ou quiconque dirige l'Ukraine doit avoir le sentiment qu'il ou elle dispose d'un moyen de réagir si la Russie reprenait les hostilités. Je pense que c'est absurde. Je pense que c'est la dernière chose que les Russes veulent faire. Mais c'est quelque chose que les Ukrainiens considèrent comme nécessaire pour se sentir à l'aise avec un quelconque accord de paix. De l'autre côté, bien sûr, il y a Moscou, et pour eux, c'est très clair.
Leur garantie de sécurité est limpide. Pas d'expansion supplémentaire de l'OTAN. Point final. Voici ce qu'a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. À la suite du sommet entre la Russie et les États-Unis en Alaska, où nous avons réalisé des progrès significatifs pour définir la future forme et les paramètres du règlement du conflit. Et après cet événement, les pays européens, avec M. Zelensky, sont allés à Washington, et là, ils ont essayé de promouvoir leur propre agenda, visant à faire en sorte que les garanties de sécurité suivent la logique d'isoler la Russie. La logique d'unir le monde occidental et l'Ukraine pour continuer une politique agressive et conflictuelle de contention de la Russie, avec pour objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Nous rejetons totalement de telles propositions et initiatives. En outre, le régime ukrainien et ses représentants formulent des commentaires très spécifiques sur la situation actuelle, montrant directement qu'ils ne sont pas intéressés par un règlement du conflit durable à long terme et équitable. Voilà, vous l'avez entendu. Peu importe le nom que portent les troupes présentes, sous quel drapeau elles apparaissent. Ce n'est pas acceptable pour eux. Non. Pas si cela ressemble en quoi que ce soit à ce que Sergueï vient de dire. J'ai remarqué qu'il avait retiré son t-shirt CCCP. Je trouvais qu'il avait fière allure avec, et je pense que son explication à ce sujet était parfaite. Oui, ceux d'entre nous dans l'émission, y compris l'animateur de cette émission, qui peut être un peu sarcastique. Nous avons tous apprécié, vous en premier, ce t-shirt ou sweat CCCP, ou peu importe ce que c'était. Cela a vraiment attiré l'attention de tout le monde. Connaissant les Russes, ils ont probablement débattu pendant 2 heures pour savoir s'ils devaient le porter ou non. Sergueï a probablement débattu avec lui-même pour savoir s'il devait le faire. Vous savez, l'édition en ligne du New York Times a publié un article l'autre jour. Je ne lis plus vraiment ce torchon, mais je suis tombé dessus. Et la première phrase m'a semblé intelligente. Cette phrase disait essentiellement: pourquoi ces dirigeants européens quittent-ils des stations thermales, des réunions et des conférences importantes et se précipitent-ils vers les États-Unis? Ils le font parce qu'ils savent qu'une des caractéristiques de Donald Trump est qu'il écoute la dernière personne qu'il a entendue. Exactement. Je ne sais pas comment on peut gérer un personnage aussi imprévisible. Je n'en sais rien. Et j'ai de la compassion pour toutes ces parties qui doivent traiter avec lui. C'est une caractéristique de Donald Trump. L'autre caractéristique, c'est qu'il dit aux gens ce qu'ils pensent qu'ils veulent entendre. Les personnes qui se trouvent immédiatement devant lui. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il a donné au chancelier Merz, au président Macron et au premier ministre Starmer l'impression claire et nette que les États-Unis s'impliqueraient militairement. Et puis il a dit à Fox News le lendemain, eh bien, pas de bots sur le terrain, mais de la puissance aérienne. Eh bien, la puissance aérienne est tout aussi destructrice que des bots sur le terrain. Une chose puissante, je crois, c'est l'absence de cessez-le-feu. Là-dessus, je pense que Trump est catégorique. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Vous avez un Napoléon d'un côté totalement victorieux. Vous avez un camp de l'autre qui sera totalement détruit si nous n'arrêtons pas cela très bientôt. Et donc vous voudriez que le camp victorieux, dans une telle situation, accepte un cessez-le-feu? C'est de la folie. On conclut des cessez-le-feu quand on est dans une situation comme celle que nous avons vécue sur la péninsule coréenne. Une guerre sanglante, sans vainqueur, où l'on recule d'un pouce, puis d'un autre, et puis à cause des Nord-Coréens, bien sûr les Nord-Coréens dilatoires, nous avons parlé pendant presque 3 ans. Mais c'est à ce moment-là qu'on a des cessez-le-feu, quand la situation ressemble à ça. Ici, ce n'est pas le cas. Les Russes ont gagné. Point final. Avez-vous apprécié la façon dont Trump a traité le G7? À un moment, il les a fait sortir du bureau ovale et les a laissés debout dans un couloir pendant 45 minutes pendant qu'il parlait soi-disant à Poutine. Nous ne savons même pas s'il lui a parlé. Il n'y a eu aucun compte-rendu, aucune confirmation de l'appel du côté du Kremlin. Puis, quand ils sont revenus, il les a fait asseoir devant son bureau, comme s'il était le directeur d'école et qu'ils étaient les élèves pris en flagrant délit de fumer dans les toilettes. Si l'intention de Trump était de dire « le monde a changé et il a changé de la manière la plus dramatique
et c'est en matière économique. Alors allez donc patienter dans le couloir, vous les gars du G7, j'aurais applaudi. Mais en aucun cas je ne croirais que Trump ait cette finesse, ce qu'il adore et ce qu'il maîtrise très bien. Tous mes vassaux sont assis à mes pieds. Oui, surtout ce représentant parce qu'il vivait à Vienne plutôt qu'à Moscou.